bande dessinée des années 80 avec une drôle de petite histoire. Donc c'est l'histoire d'une pauvre dame qui avait une marmite magique qui s'appelait Top 1, qui lui servait pour faire une bonne soupe. Mais un jour, un méchant monsieur lui a volé sa marmite en croyant qu'il suffisait de la posséder pour en faire de la soupe, sauf qu'il n'avait pas les règles d'usage. Et la soupe a commencé à fuir un peu partout, et il y avait de la soupe sur toute la ville avec de gros dégâts. Dans notre histoire, la fin est heureuse puisque la dame a elle a récupéré sa marmite et l'a réparée. Mais tout ça, la moralité, il ne suffit pas de posséder les belles choses, mais il faut savoir en faire bon usage. Bon, on passe aux choses sérieuses pour voir ce cas clinique. C'est l'histoire d'un jeune patient de 44 ans suivi pour une double valvulopathie mitrale et aortique pour laquelle il a fait l'objet d'un remplacement valvulaire mitral par une ATS numéro 31 5 ans auparavant avec une plastite tricuspide de Vega. On le revoit en 2016 pour un syndrome fébrile avec une altération de l'état général et une dyspnée stade 3. Avant d'arriver en cardio, il a fait des détours chez des généralistes où il a reçu plusieurs antibiothérapies non spécifiques. Sur le plan examen, ses bruits du cœur étaient irréguliers, avec des clics de prothèse bien perçus et un souffle de fuite aortique de 6e qu'il avait auparavant. Sur le plan biologique, il avait un syndrome inflammatoire manifeste et un INR correct. Il s'agit clairement d'une forte suspicion d'endocardite infectieuse. Donc là, je vous mets son échocardiographie transthoracique. Bon, même si on fait l'effort, il n'y a pas grand-chose à voir, puisqu'on voit l'armature de la prothèse, mais on ne voit pas d'éléments suspects. Là, au niveau aortique, c'est une valve rhumatismale. En Doppler couleur, ici, on a la fuite aortique qu'il avait auparavant. Elle n'a pas changé depuis 2011. Sur le Doppler transprothétique, même si on fait de l'effort, il n'y a rien à voir. En apical, pareil, on n'a pas réussi à voir des choses anormales sur l'écho transthoracique. Voilà, en Doppler continu, je vous mets les paramètres de la prothèse mitrale. Donc, il avait un gradient mitral moyen autour de 7 à 10 mm, un PHT à 78 millisecondes, une Vmax du flux mitral à 2,1 mètres par seconde et une Vmax de l'IT à 2,8 mètres par seconde. Donc, il n'y avait pas de grosse HTAP. À votre avis, est-ce que cette évaluation de la prothèse vous convient? Est-ce que la prothèse fonctionne normalement, déjà à l'écho transthoracique? Bon, on va partir de... Voilà, il avait eu un PHT qui était correct par rapport à la taille de sa prothèse. Les gradients étaient élevés, mais je vous rappelle que le patient était fébrile avec une tachypha. Donc, on peut dire que ce gradient un peu élevé peut être expliqué par la tachycardie. Donc, on fait le TO et je vous invite à voir le TO de ce patient. Et là, même si on fait l'effort, on ne peut pas rater les grosses végétations insérées sur l'anneau de la prothèse. Donc, notre diagnostic, on l'avait. Il y avait même sur le manchon périaortique un épaississement qui fait évoquer donc, un abcès périaortique stade 1. Là, c'est l'endocardite infectieuse en mode couleur. Est-ce qu'il y a des anomalies qui vous paraissent... Donc là, il y a une petite fuite paraprothétique qui ne paraît pas très importante, première vue. Donc là, et quand on réinsiste, on arrive quand même à voir ici la petite désinsertion au même endroit où la grosse végétation était insérée. Maintenant, la question qui se posait à cette étape, comment est-ce qu'on peut apprécier cette fuite mitrale? À votre avis, est-ce que c'est une fuite mitrale paraprothétique minime, grave, modérée? Qui pense que c'est une fuite mitrale minime? On n'a pas le temps pour... On a tourné, c'est la meilleure vue où on peut voir la fuite mitrale. Il n'y a aucune meilleure vue, ça vous pouvez nous croire.
Voilà, donc si on veut évaluer la fuite paraprothétique, donc on va passer à des paramètres quantitatifs. Bien qu'on ne voit pas aucune extension au niveau de l'oreillette gauche, on ne voit que la partie vraiment intraventriculaire de la fuite paraprothétique, mais on a quand même réussi à avoir une vena contracta, celle-ci est à 5 mm. On a pu avoir, bien que la calotte de la Pisa ait un petit peu excentré un rayon de Pisa à 7 mm, on n'a pas réussi à avoir un Doppler continu, donc on n'a pas pu faire la surface de l'orifice régurgitant, puisqu'on n'a aucune extension. On a beau faire le Doppler continu, ça ne marche pas. Donc, chez ce patient, on a conclu à une fuite paraprothétique modérée, grade 2, par des insertions partielles de la prothèse mitrale sur endocardite infectieuse. Vu que le patient avait déjà reçu des antibiotiques, donc plusieurs hémocultures étaient négatives, donc on a conclu que c'était une endocardite sur prothèse, mais qui était tardive. Donc on a traité par ampicilline, gentamicine. L'évolution au cours de la première semaine, donc on avait quand même des signes rassurants. On a obtenu la pyrexie rapidement, avec une baisse considérable du syndrome inflammatoire, sauf que sur le bilan, apparition d'un infarctus splénique et à l'examen clinique, apparition d'un souffle de fuite mitrale côté 3/6. Donc là, on refait, donc une semaine après le TO de contrôle, et voilà, la désinsertion est toujours là, la végétation est toujours là, elle semble un petit peu baisser de taille. Et quand on fait la couleur, donc on a une belle fuite paraprothétique maintenant qui gicle bien dans l'oreillette gauche. Maintenant, la question qu'on s'est reposée, est-ce qu'à votre avis, on a eu une aggravation de la fuite paraprothétique? Clairement, oui. Oui. Je peux poser une question? Oui. Est-ce que tu ne penses pas que c'est presque un aspect d'abcès périvalvulaire et que c'est presque un faux anévrisme qu'on voit avec une perforation dans l'oreillette gauche? Exactement. On a posé cette hypothèse, mais pourquoi j'ai dit que c'est une désinsertion? Parce qu'on a après le compte rendu opératoire du chirurgien qui nous a confirmé que c'était une désinsertion de la partie postérieure de l'anneau prothétique. Donc on revient pour dire que apparemment, c'est une fuite qui s'est aggravée puisqu'on voit un joli jet de fuite mitrale qui remplit pratiquement toute l'oreillette gauche. Donc, on va requantifier cette fuite mitrale. Par rapport à l'évaluation précédente, on a pu rajouter d'autres paramètres d'évaluation. Notamment, on a fait la planimétrie du jet régurgitant. Celui-ci est à 4,5 cm². On verra par la suite les valeurs pour quantifier la fuite paraprothétique. Donc, quand on exploite la zone de convergence, la vena contracta est à 5 mm et n'a pas changé. Le rayon de la Pisa, il est toujours à 7 mm. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'on a eu un flux en Doppler continu qui nous a permis d'avoir une SOR. Celle-ci est à 0,20 cm² avec un volume régurgité à 22 ml. Donc, si on prend ces paramètres, on va dire que c'est une fuite paraprothétique modérée, donc grade 2. Donc, bien que sur donc si on compare les deux ETA à une semaine d'intervalle, on a un effet d'illusion optique, si j'ose dire, mais sur le plan quantitatif, celle-ci n'est pas une fuite paraprothétique minime, et celle-là, ce n'est pas une fuite paraprothétique beaucoup plus sévère que la première. C'est deux fuites paraprothétiques modérées. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que probablement, puisque la désinsertion se trouve vraiment au niveau de l'insertion de la végétation mitrale, peut-être que c'est un petit peu détaché et qui a laissé apparaître, sur la première ETO, elle étouffait un petit peu le jet de régurgitation, alors qu'ici, le jet s'est libéré et on voit tout le jet de fuite mitrale du ventricule gauche jusqu'à l'oreillette gauche. L'évolution, donc, chez ce patient, puisqu'il était stable sur le plan hémodynamique, on a continué le traitement antibiotique parce que les chirurgiens détestent opérer les patients à ce stade. Si on peut un petit peu gagner quelques semaines d'antibiothérapie, le temps de refroidir l'infection, c'est toujours utile. Donc l'évolution était plus ou moins satisfaisante. On a fait une ETO, on fait un traitement, les choses n'ont pas trop changé. Donc on a confié le patient au chirurgien qui nous a confirmé que c'était bel et bien une désinsertion de la partie postérieure de l'anneau prothétique. Donc il a enlevé la prothèse et il a fait un remplacement valvulaire mitral, sauf que les choses ont mal tourné
et le patient est décédé à J3 du post-opératoire d'un choc cardiogénique. Si on peut faire quelques commentaires sur ce cas clinique, donc tout d'abord, et ça c'est des évidences, l'écho transthoracique, comme vous le savez, elle a une sensibilité assez médiocre pour le diagnostic des fuites paraprothétiques, à l'exception peut-être quand on a les grosses désinsertions avec un mouvement de bascule de l'anneau prothétique. Par contre, il est toujours utile de rechercher certains signes indirects de fuite pathologique. Je vous mets ici quelques signes indirects de dysfonction prothétique qui doivent nous alarmer, surtout quand on a un PHT qui est normal. Donc le fait d'avoir une Vmax transprothétique supérieur à 1,9 m par seconde, un rapport ITV mitratio ITV sous-aortique supérieur à 2,5 et un gradient moyen supérieur à 5 mm de mercure en présence d'une PHT normale, ça doit nous faire rechercher une fuite mitrale prothétique pathologique. Si on revient aux paramètres donc, chez notre patient, déjà au stade de l'échotransthoracique, on avait donc un gradient mitral élevé avec un PHT qui était normal pour la taille de la prothèse. On avait une Vmax à 2,1 mètres par seconde, donc c'était des signes peut-être qu'il fallait prendre en considération. On avait un rapport ITV mitratio ITV sous-aortique qui était 1,8, mais ceci peut être expliqué par la fuite aortique qui rend ce paramètre un petit peu biaisé. On n'avait pas d'hypertension artérielle pulmonaire. Le TO, bien sûr, c'est le gold standard pour l'étude des fuites paraprothétiques. Bien sûr, elle a une excellente sensibilité, à condition, bien évidemment, de faire un examen très minutieux, de faire vraiment un examen en multiplan, faire les vues pour essayer de dégager la fuite paraprothétique. De préférence, il est important d'avoir un examen comparatif aux ETO précédents. Voilà, donc il faut distinguer les trois types de fuites. Les fuites de lavage qu'on est habitué à voir dans toutes les prothèses mitrales et aortiques. Les fuites intraprothétiques qui doivent nous faire rechercher un blocage des ailettes ou bien un thrombus ou une végétation qui vient bloquer le mécanisme de la prothèse. Et puis les fuites paraprothétiques. Donc là, c'est les différents jets de fuite de lavage qu'on peut voir en fonction du type de prothèse. Alors, pour ce qui est de la quantification, c'est vrai que tous les paramètres de la fuite mitra sur valve native sont valables pour quantifier les fuites paraprothétiques, mais il faut insister que c'est surtout la vena contracta qui a le plus de valeur. La surface du jet régurgitant, c'est aussi un paramètre à quantifier quand on ne peut pas faire mieux. Quand la surface du jet est inférieure à 4 cm², on peut conclure à une fuite paraprothétique légère. Quand celle-ci est supérieure à 8 cm², la fuite est dite importante. L'étude de la zone de convergence est également valable, mais vous avez vu qu'on peut parfois avoir des difficultés pour avoir une bonne calotte et l'exploiter pour avoir notre sort et notre volume régurgité. Bon, c'est vrai qu'il y a eu les guidelines 2016, mais moi je préfère vous conseiller de lire ce vieux papier de 2009 qui est vraiment le papier princeps pour l'étude des prothèses. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, remarques sur ce joli cas? Oui, au premier rang, si vous voulez bien apporter le micro. C'est pas une histoire très gaie, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. C'est toujours instructif d'avoir des situations comme ça là. Oui. Alors en ETO, on ne voit pas les fuites de lavage dans votre très bonne cas question. clinique. Alors rétrospectivement, le chirurgien, habituellement, dans les protocoles, ils mettent ce qu'ils ont trouvé anatomiquement. Est-ce qu'il y avait des micro-végétations qui bloquaient, par ailleurs, par rapport... Voilà. Parce qu'on est un petit peu intrigué par cette absence totale des fuites physiologiques de votre prothèse. Alors, sur l'ETO, ce qu'on voyait, c'est juste la partie émergente de l'iceberg. Même bien que les végétations étaient importantes, mais clairement, sur l'étude de la prothèse en péropératoire, il y avait encore plus de végétation. Pour la désinsertion, ils nous ont confirmé que c'était une désinsertion partielle.
les ailettes, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on voyait bien le jeu des ailettes qui était normal. Donc il n'y avait pas de blocage des ailettes. Mais peut-être que les fuites étaient étouffées, comme pour la fuite pathologique, peut-être qu'ils étaient étouffés par le magma de végétation qui était un petit peu sur tout le pourtour de la note prothétique. Oui, c'est une bonne remarque, on en a parlé tout à l'heure, le fait d'avoir une disparition d'une fuite physiologique, ça témoigne qu'il y a un certain degré d'obstruction à l'endroit où il y a un thrombus ou une végétation, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, pour cette belle observation? Eh bien, sinon, merci beaucoup et on va passer à la présentation suivante.